Avec le micro? Ah pardon. Oui. Bah voilà, tu vois. Juste comme ça, c'est bon? Voilà, ouais. Impeccable, super, merci. Et ouais, il était... Bon, merci d'être venu. Merci. Bon courage. Bon courage, hein. Au revoir. Je t'envoie un mail de toute façon. D'accord. On se laisse ça. Au revoir. Tu voulais pas l'eau? Oui. Non, elle a fait. Salut. Ah ben ouais, alors très bien. Non, c'est sûr, de la santé. Allez, Pendant 10 secondes. Elle a grandi Ah ouais. fou en ce moment, donc ouais. T'as vu Barbara? C'est la guerre. Je prends direct. On prend les micros, on monte les micros. Un très beau titre qui fait écho au billet d'humeur d'Alice en début d'émission. Il est actuellement 19h27. Vous êtes sur les ondes du 93.3 et même si nous ne sommes seulement que des hommes, nous pouvons toujours être meilleurs, et ce notamment grâce à l'accès à la connaissance. Nous essayons ainsi de partager nos recherches et c'est ce que fait Clément lorsqu'il évoque l'histoire du libéralisme économique dans sa chronique « Avez-vous lu ?» Avez-vous lu? Bonsoir à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, deuxième partie donc, de notre histoire du libéralisme économique. En effet, depuis le mois dernier, je vous propose une analyse du concept de libéralisme économique, de ses origines historiques, de ses fondements philosophiques, de ses différentes modalités d'implication, ainsi que son évolution dans l'histoire récente de nos sociétés. Alors très brièvement, la fois dernière, nous étions intéressés à la définition du concept de libéralisme, bien entendu, et tout particulièrement de libéralisme économique. Alors rappelons brièvement, nous avons pu voir que le libéralisme économique constitue une doctrine servant de base à la défense d'un système économique très précis, qui est celui de l'économie de marché, et qui correspond à une modalité historique très précise des systèmes capitalistes. Donc, selon les théoriciens du libéralisme économique, à partir du moment où un certain nombre de droits et de libertés fondamentales sont assurés, tels que le droit de propriété, la libre concurrence ou la liberté d'entreprendre, il suffira à chacun de poursuivre son intérêt personnel pour que le système économique fonctionne du mieux possible. Le libéralisme économique se fonde donc sur la conviction d'un ordre économique naturel et spontané, indépendamment des autres sphères de la vie sociale telles que la morale ou la politique. Il s'agit donc d'une doctrine hostile à l'intervention de l'État dans l'économie, dans la mesure où celui-ci ne ferait que perturber les mécanismes d'ajustement spontané du système économique. Alors mon objectif aujourd'hui est de vous montrer, à partir de deux exemples très précis, qu'historiquement, la réflexion économique fut très longtemps assujettie à des considérations d'ordre moral, et tout particulièrement religieuses, et également politiques, ce qui nous permettra la fois prochaine d'analyser les pensées qui ont contribué à émanciper l'économie des autres dimensions de la réalité sociale. Alors, commençons à aborder la réflexion de l'analyse économique sous le prisme de la morale. Et pour ça, je vais vous parler de la crématistique. Alors, Aristote, qui est un philosophe du IVe siècle avant Jésus-Christ, dans l'Éthique à Nicomaque, définit la crématistique comme l'ensemble des méthodes permettant l'acquisition des richesses pour elles-mêmes, c'est-à-dire sans autre fin que la satisfaction de son intérêt personnel. Il parle dans ce cas-là de crématistique commerciale. Celle-ci s'oppose à l'économie, oikonomia en grec, qui désigne les méthodes permettant une bonne gestion du bien-être matériel de la communauté. Donc, selon Aristote, la monnaie ne doit pas être accumulée, mais bien plutôt mise au service de la communauté en réalisant des transactions commerciales génératrices de production permettant de satisfaire les besoins essentiels de la population. Dans ce cas-là, il parlera de crématistique dite naturelle. Donc la crématistique commerciale, c'est-à-dire l'art d'accumuler de la monnaie par elle-même, est condamnée par Aristote, d'ailleurs comme par Platon. Il s'agit d'une activité contre nature, selon ces philosophes, déshumanisant ceux qui s'y livrent. Celle-ci, cette crématistique commerciale, donne une place trop importante aux intérêts économiques individuels par rapport aux intérêts politiques de la communauté. D'autre part, le goût du profit, de l'accumulation de la richesse, contribue à faire passer l'intérêt collectif de la production, son utilité sociale, au second rang par rapport à sa finalité matérielle en termes de bénéfices individuels. Alors ces arguments seront repris par l'Église catholique tout au long du Moyen-Âge. Pensons par exemple à saint Thomas d'Aquin, qui est un théologien du XIIIe siècle, qui a écrit par exemple dans sa Somme théologique, en lien direct avec la pensée d'Aristote, qu'il existe deux types d'échanges. L'échange naturel, donc qui sera relié à la crématistique naturelle,
précédemment vu, qui consiste à échanger pour satisfaire les besoins essentiels des individus. Et celle-ci s'oppose à l'échange commercial, le crématistique commercial, qui consiste cette fois-ci à échanger non plus pour la satisfaction de ses besoins matériels de base, mais davantage pour le simple gain. Donc moralité, ce n'est donc pas l'échange commercial en tant que tel qui est mauvais pour saint Thomas d'Aquin, par exemple, mais bien plutôt les finalités qui lui sont associées. Maintenant, deuxième moment de mon analyse, les réflexions économiques, non plus cette fois-ci sous le prisme de la morale et de la religion, mais cette fois-ci sous l'angle de la politique. Et là, je vais vous parler du mercantilisme. Donc, le mercantilisme, cette fois-ci, renvoie à un ensemble de réflexions et de pratiques menées, grosso modo, entre le début du XVIe siècle et la première moitié du XVIIIe siècle, principalement dans des pays comme l'Espagne, la Hollande, l'Angleterre et la France. Réflexions menées quant aux moyens d'action dont peut disposer l'État afin d'accroître sa richesse. Les penseurs emblématiques du mercantilisme sont par exemple en France Jean Bodin, Jean-Baptiste Colbert et en Angleterre Thomas Gresham. Donc pour ces penseurs du mercantilisme, la richesse et le pouvoir de l'État sont mesurés par la quantité d'or ou d'argent qu'il possède. Chaque nation peut donc accroître son pouvoir en augmentant ses réserves en or ou en argent. Et en argent. À part quelques pays européens à l'époque contrôlant les mines d'or et d'argent de leurs colonies, l'Espagne tout particulièrement au XVIe siècle, le commerce international constitue la principale méthode d'acquisition de ces matières premières. Et pour cela, l'État doit exporter sensiblement plus qu'il n'importe, afin de réaliser une entrée nette d'or ou d'argent sur son territoire. L'État doit donc jouer un rôle actif dans le développement de son économie, afin d'être en mesure de réaliser des productions à haute valeur ajoutée. Ce qui passe également par la mise en œuvre de mesures protectionnisme visant à limiter les débouchés des concurrents. Donc, on voit que le mercantilisme constitue une étape clé dans l'émancipation de la réflexion économique vis-à-vis de la morale. En effet, en opposition totale aux théories économiques de l'Église, les trois piliers du mercantilisme sont, premièrement, le dynamisme de l'industrie, permettant de conquérir des marchés extérieurs. Ici, l'économie est finalement une guerre. Deuxièmement, la légitimation de la soif du gain des marchands. Et troisièmement, l'accumulation d'or qui permet d'accroître la richesse de l'État. Toutefois, nous notons que dans la perspective des théories mercantilistes, et c'est ça qui nous intéresse pour conclure, la réflexion économique est entièrement subordonnée à des considérations d'ordre politique, c'est-à-dire accroître la puissance de l'État. Comme le dit Adam Smith dans La richesse des nations, le mercantilisme est une économie au service du prince. Dans ce cas, l'économie est dépendante du politique et n'existe pas comme catégorie autonome de la vie sociale. Dès lors, pour que l'économie s'émancipe de la politique, mais également de la morale, il va falloir que celle-ci se dote d'une certaine cohérence interne. C'est pourquoi, la prochaine fois, j'aborderai avec vous les pensées essentielles qui ont permis de faire de l'économie un ordre naturel et spontané, indépendamment des autres sphères de la vie sociale, avec les pensées de John Locke, François Quesnay, Bernard Mandeville, avec sa célèbre fable des abeilles, de David Hume et de Adam Smith. Voilà, sur ce, je vous laisse avec la musique de John Hopkins, intitulée Wire. Pas du hard, pas du métal. Non. Ah non, c'est l'électro, un peu doux et tout. Ouais, c'est bon. Franchement. Ouais. Clément, Oui. tu me mettrais ton truc? Je me suis l'enlevé.